Le processus électoral était au centre des échanges qui se sont tenus aujourd'hui entre le président de la CENI et le président du parti politique Nouvel Élan. L'opposant Mouzito doute encore du respect du délai de constitutionnalité du processus électoral. À la une également, l'insécurité qui règne dans la ville de Kinshasa. 30 kidnappeurs arrêtés et présentés par la police au ministre de l'Intérieur. Et à l'international, l'agroalimentaire, l'automobile, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique sont les 4 secteurs auxquels va se focaliser la ZLECAf. Selon les secrétariats de cette institution, le choix de ces secteurs s'explique par exemple du fait que l'Afrique importe l'équivalent de 54 millions de denrées alimentaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, le président de la CENI, Denis Kadima, a reçu ce lundi 3 juillet au Fleuve Congo Hotel le président du Nouvel Élan, Adolphe Mouzito. Les deux personnalités ont parlé autour du processus électoral en cours. Pour sa part, Adolphe Mouzito doute encore du délai de constitutionnalité du processus électoral et demande à la CENI de prendre en compte l'opinion de l'opposition. Les détails avec Patience Lokeke. Après Matata Pognon, Fayulu et Moïse Katumbi, le président de la CENI, Denis Kadima, a reçu ce lundi 3 juillet l'ancien premier ministre et président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzito. Une rencontre tourne autour du processus électoral en cours. Face à la presse, Adolphe Mouzito dit ne pas croire au respect du délai constitutionnel à cause de problèmes de financement et il a demandé à ce que l'opinion de l'opposition soit prise en compte pour l'amélioration du processus électoral. Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause de problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans les délais constitutionnels qui probablement seront devant une hypothèse de glissement. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions pour que l'opinion de l'opposition, je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Selon Denis Kadima, ces échanges ont eu pour objectif d'explorer des solutions réalistes pour un processus électoral plus inclusif. Une brève, ce communiqué de la CENI, la centrale électorale, interdit formellement la présence des agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans les bureaux de réception et de traitement de candidatures. La CENI déclare qu'elle ne tolère pas l'immixtion des autres institutions dans la gestion des opérations électorales. Autre chose à présent, la société chinoise TBEA, spécialisée dans la production des transformateurs, a été invitée samedi par le ministre congolais de l'Industrie en mission à venir à s'installer en République démocratique du Congo. Il faut dire que Julien Paluku séjourne en Chine depuis le jeudi 29 juin pour participer à la 3e exposition économique et commerciale sino-africaine et le forum de coopération économique où 53 pays africains y participent, dont la RDC et 1700 entreprises mondiales. Suivez le commentaire d'Enoch Issei. Je demandais au nom du gouvernement à la société chinoise TBA de venir s'installer rapidement en République démocratique du Congo pour aider les pays à réduire la facture des importations dans le secteur de l'électricité, a déclaré Julien Paluku lors de sa visite dans les installations de cette entreprise considérée comme le numéro 1 dans la fabrication des transformateurs électriques situés dans la province populaire de Hunan. Les prix qui sont très compétitifs ici en Chine et de meilleure qualité. Et donc nous sommes heureux d'avoir fait connaissance de TBA. Et donc nous allons faire rapport au gouvernement pour nous rassurer que nous allons être des partenaires. Et nous avons fait une demande à TBA pour dire c'est mieux de le faire en Chine, mais c'est encore davantage mieux si on le faisait chez nous en République démocratique du Congo. Pour que nous soyons les réseaux en Afrique centrale
de distribution de tous les produits TBA. Ces usines de grande capacité planétaire sont installées dans des parcs industriels de la ville de Yangyang. Accompagné du charmant de cette entreprise, Zong Yamnin, le ministre de l'Industrie a eu droit aux explications sur le processus de production de ces transformateurs avec la contribution des robots. Juste après, le ministre de l'Industrie s'est rendu dans la ville de Yuanyang où il a visité notamment les usines de la société Saphir Geramix, spécialisée dans la production des carreaux et faïences. Et c'est à quelques semaines du lancement de la production des carreaux et faïences Made in Congo dans la zone économique spéciale pilote de Maluku par cette entreprise chinoise. Je suis venu finalement voir ce que nous allons commencer à produire à Kinshasa pour finalement capter les marchés des matériaux de construction, parce que c'est des millions de dollars qui sortaient de la RDC pour aller chercher des carreaux de faïence, etc. On vient de voir de nos propres yeux que c'est fait ici en Chine et que ça sera fait demain à Kinshasa. Donc c'est un sentiment de satisfaction que le président de la République nous ait poussé vers l'industrialisation du pays par la production locale. À ce sujet, Julien Paluku n'a pas caché sa satisfaction d'apprendre que désormais, l'argile du Congo central et de l'Est du pays sera désormais valorisée, d'autant plus qu'elle constitue la matière première pour la fabrication des carreaux et faïences. Le directeur général de l'Agence des zones économiques AZES, Ogi Bolanda, et quelques membres de son cabinet ont accompagné le ministre de l'Industrie dans son déplacement. Je l'ai dit au sommaire, 30 kidnappeurs aux arrêts ont été présentés par la police au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. La police congolaise a également saisi leurs motos, voitures et outils servant d'agresser les passagers. Les détails avec Maris Boleli. Depuis plusieurs mois, Kinshasa connaît un taux élevé d'insécurité avec des enlèvements au bord de taxis communément appelés catch. Les brigands multiplient les stratégies en utilisant aussi des taxis motos, des stupéfiants et du chantage pour atteindre leurs objectifs. Il ne manque plus un jour sans un avis de recherche sur les réseaux sociaux et les médias congolais, des photos et vidéos qui circulent sur la toile, des familles qui recherchent leurs proches disparus et kidnappés. Les jours comme les nuits, les opérations se font en cascade dans la capitale congolaise. Les causes de ces kidnappings sont nombreuses, entre autres le vol de biens de la population, les trafics d'organes du corps humain, tels que le rein, selon certaines indiscrétions. La police congolaise a mis la main sur 30 kidnappeurs qui sèment la terreur dans la ville de Kinshasa et les a présentés au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour qu'enfin la population vaque librement à leurs occupations et pour mettre finalement un terme à ce fléau d'enlèvement qui touche la ville-province de Kinshasa. Vous le savez, l'opération de délivrance de la carte d'identité nationale a été lancée depuis le 30 juin dernier. Les citoyens devraient se procurer incessamment ce document combien important. Plusieurs Congolais attendent avec enthousiasme de recevoir la carte d'identité près de 40 ans après. Rosie Chioyo et Michael Kimbuta ont fait réagir plusieurs Kinois à ce sujet. Bon, en tout cas, c'est une très bonne chose. C'est depuis à peu près plus de 30 ans que les Congolais n'ont pas de pièce d'identité. Je suis vraiment de ceux-là qui ont félicité l'action du chef de l'État. C'est vraiment une avancée sur le plan de l'identification de la population. Je suis vraiment d'accord, ça m'a vraiment flatté. C'est une bonne chose à encourager parmi les œuvres du chef de l'État. C'est un peu ça. En tout cas, moi, je vois que c'est mieux parce que nous n'avons jamais été identifiés. Nous avons ne fût-ce que les cartes électeurs. Pour être identifié, c'est bien. On doit s'identifier, connaître qui est congolais, n'est pas congolais. Ça nous permettra même de ça. Je crois qu'on a vraiment attendu cette carte des années. Moi, par exemple, je suis parmi les rares qui bénéficient encore de l'ancienne carte d'identité de couleur verte d'un père à l'époque. Et depuis, on n'avait plus de carte. Et le fait de pouvoir relancer cette histoire, c'est la meilleure des choses. Je suis vraiment très ému d'abord d'avoir cette carte d'identité. Ça fait un bout de temps. On n'a pas de carte d'identité dans un grand pays comme le nôtre. Donc le pièce d'identité est très important pour un peuple. Mais comme ça fait au moins plus des années qu'on n'a pas eu cette carte-là, en tout cas, vraiment, cette nouvelle m'a fait du bien. En tout cas, vraiment, pour un Congolais, nous devons avoir
notre carte d'identité. Ça fait la fierté d'être Congolais, il faut avoir cette carte-là. Faisons place à présent au dossier du jour. Le 3 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale sans sac plastique. Cette matière à la base de plusieurs catastrophes naturelles est ancrée dans les quotidiens des Kinois. La rédaction de Géopolis a fait un focus sur l'état de la ville de Kinshasa qui autrefois était appelée Kin Label mais aujourd'hui Kin Poubelle. Suivez ce dossier réalisé par Rachel Misenga. La pollution dans les grandes villes et communes de la République démocratique du Congo est occasionnée, selon les environnementalistes, par la prolifération de sacs en plastique, les bouteilles en plastique, les bouchons de bouteilles, les emballages de produits alimentaires, le sac plastique, les couvercles, le paille en plastique, qui sont de produits couramment utilisés à Kinshasa et dans les autres villes de la République démocratique du Congo. Ces déchets en plastique sont par la suite jetés dans les poubelles, dans les caniveaux, dans les égouts et dans le cours d'eau, entraînant des conséquences fâcheuses sur l'écologie, entre autres les catastrophes dont les Kinois et tous les Congolais en général sont victimes. Nous citons les inondations, l'appauvrissement du sol, les érosions, l'insalubrité et tant d'autres. Malgré la note circulaire signée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa le 21 janvier 2021, interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation de sacs et autres emballages plastiques sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, ces textes qui proscrit l'utilisation de sachets pour la vente de l'eau conditionnée, c'est du statu quo. Il est aussi formellement interdit de jeter les emballages plastiques sur la voie publique. 3 ans après ces mesures, aucun changement n'est visible dans toute la ville de Kinshasa. Les sacs plastiques sont très visibles dans tous les coins et rues de la ville et continuent de polluer l'environnement dans les provinces et villes de la République démocratique du Congo. Les plastiques, en effet, représentent une menace permanente pour la société. Chaque seconde, en moyenne, un camion de plastique est déversé dans le cours d'eau. Au regard de la menace urgente que représente le plastique, il est demandé aux autorités compétentes de la ville de Kinshasa de ne pas se contenter de prendre des décisions, mais d'accompagner cette série de mesures d'application punitive pour garantir son efficacité sur le terrain. Et à la population de prendre conscience de la nécessité de modifier les habitudes de consommation et de la gestion des déchets afin de prendre soin de l'environnement. Rendons-nous à la province de l'Ituri où la localité de Mungwalu vient d'être désenclavée. Le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya, l'a visité et a promis le renforcement du dispositif sécuritaire pour imposer la paix. Suivez. 2023, cette date marque le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. À la souveraineté nationale et internationale restera à jamais gravée dans la mémoire collective de la population de Mungwalu, en territoire de Djougou, en Ituri. En effet, c'est la toute première fois depuis le démembrement de la province orientale en 2015 de voir un gouverneur de province fouler le sol de cette agglomération minière située à 85 km de Bunia. La fête a été à son comble avec l'arrivée du lieutenant-général Luboya Johnny ce vendredi à Mungwalu. Toutes les rues ont été envahies par un bain de foule venu de tous les coins, ce qui a permis à l'autorité provinciale de communier avec sa population à travers une marche à pied de plus de 2 km jusqu'au lieu du meeting, accompagné par des applaudissements. La réconciliation sincère et véritable de toutes les communautés vivant à Mungwalu, l'adhésion des militaires réfractaires au processus de paix et le développement ont caractérisé entre autres l'adresse de l'autorité provinciale. Il a eu les informations de la première dame qui était ici en novembre 2021 que Mungwalu était enclavé. Et donc on a rouvert cette route. Pour que je touche à une arme, j'ai fait 11 mois. Je sais à quoi ça sert. Alors vous ne pouvez pas mettre les armes dans les mains de n'importe qui. Qu'ils remettent les armes, il y a le PDDRCS qui est là et que nous on continue. Comme je vous ai dit, si vous vous donnez la paix, si vous vous pardonnez, vous allez voir ce que l'Ituri va devenir et particulièrement ce que va devenir Mungwalu.
Je suis sûr, moi. Je vois déjà l'horizon. Je vois déjà le bout du tunnel. Ces gens qui pensent qu'ils peuvent s'amuser, c'est fini cette histoire. Ils seront poursuivis ou neutralisés. Cette visite du numéro 1 de l'Ituri est un offre de soulagement pour la population locale. En tout cas, de ce pays, sur le chemin de son retour, le premier citoyen de la province a réitéré son message de paix et de la cohabitation pacifique entre les communautés ituriennes. Cette première visite du commandant des opérations en Ituri traduit l'engagement du gouvernement à créer un climat de sécurité dans cette partie du pays pour une bonne tenue des élections de décembre 2023. Et dans la province du Nord Kivu, des évêques tanzaniens en mission d'évangélisation à Goma pour la paix, ils ont été reçus ce lundi par le gouverneur Constant Dima. Ils affirment être venus à la rescousse de la RDC afin de prier pour que la paix revienne au Congo. Avec Enoch Issei. Moualim Saliam Soulou Hassan ne cesse de prier pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Cette affirmation a été faite ce lundi 3 juillet par une délégation des évêques tanzaniens en mission d'évangélisation à Goma en partenariat avec l'église Sebeka. Ces évêques de l'église luthérienne ont présenté leur civilité au gouverneur militaire du Sud Kivu dans son cabinet de travail. L'évêque Dr Alex Malasusa s'est dit heureux car leur soutien de solidarité et de compassion à l'endroit de leurs frères congolais est une mission accomplie. Nous sommes arrivés à Goma pour rencontrer nos frères et parler de la paix après tout ce qui se passe au Congo. Nous, Tanzaniens, sommes très amis aux Congolais depuis de longues années. Depuis l'histoire, notre patriarche Mzee Nyerere avait beaucoup d'admiration pour le patriarche Lumumba. Nous sommes donc venus pour prier ensemble avec vous pour la paix et vous dire que Dieu mettra fin au calvaire de Congolais. L'évêque Dr Abednego laisse croire que le retour de paix en RDC pointe à l'horizon. Ces prélats tanzaniens sont rentrés satisfaits de l'accueil que leur a réservé le gouverneur de la ville. Lancement ce samedi 1er juillet 2023 du recrutement des nouveaux apprenants des écoles militaires sur toute l'étendue de la République dans plusieurs secteurs. Dans le Haut-Katanga, c'est le vice-gouverneur Jean-Claude Nkamfoua qui a donné le coup d'envoi de ce concours en présence du général Smith Giyanga Mutara, commandant de la 22e région militaire. Suivez. 350 candidats ont répondu à l'appel lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à participer au concours national de recrutement pour rejoindre les rangs des forces armées de la RDC. Ils sont visiblement déterminés à servir sous les drapeaux pendant cette période où le pays connaît l'agression rwandaise sous couvert des rebelles du M23. Le concours a été lancé au nom du gouverneur Jacob Lakatoué par le vice-gouverneur Jean-Claude Nkamfoua Kimimba. Le commandant de la 22e région militaire, le général Smith Giyanga Mutara, a remercié tous les candidats pour leur détermination et l'amour manifeste de servir la patrie. Le vice-gouverneur Jean-Claude Nkamfoua Kimimba a pour sa part encouragé les candidats en mettant un accent sur l'éthique militaire tout en relevant qu'il n'y a pas de souveraineté sans armée qui veille sur le territoire national. Sachez désormais que vous êtes des veilleurs de la République et la République veille et veillera sur vous toujours. Je suis venu vous assurer que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut une armée professionnelle, dissuasive, disciplinée et crainte. Signalons que ce concours va se clôturer le dimanche 2 juillet 2023. Il se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Après cette étape, les récipiendaires seront transférés à Kananga pour parachever leur formation. Ainsi prend fin la cérémonie. En sport, les léopards U20 de la République démocratique du Congo ont été battus ce dimanche 2 juillet par les Panthères du Gabon par 3-4. Cette rencontre comptait pour la première journée du tournoi Unifac dénommé Fachi Cup qui a débuté depuis le samedi 1er juillet dernier. Blessed Kuzola au commentaire. Les léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo se sont inclinés d'entrée de jeu sur le score de 3-4 devant le Panthère du Gabon ce dimanche 2 juillet dans le cadre de la première journée du tournoi Fachi Cup.
Chris Mbede a ouvert le score à la 18e minute en faveur des Gabonais. Un but marqué contre son camp par les défenseurs évoluant à l'OC Bukavu Dawa au championnat de la Vodacom Ligue 2. En voulant donner la passe au gardien de but, il a malheureusement placé les ballons au fond du filet. 12 minutes après, Orso Mwaku du FC Saint-Ouen-Lupopo a réagi d'abord à la 30e minute au pénalty, puis à la 35e minute pour donner l'avantage aux Congolais. Une joie de courte durée pour les supporters congolais car 3 minutes plus tard, Curtis Junior, joueur évoluant au Sporting Tanga, première division du championnat gabonais, égalise soit à la 38e minute. Score à la mi-temps, 2 buts partout. Au retour des vestiaires, Curtis Junior à la 55e minute signe son doublé pour le 3-2 en faveur du Gabon. Mais 3 minutes plus tard, Ephraim Lombo a permis à la RDC de revenir à égalité, 3 buts partout. Alors que la rencontre s'est dirigée vers un nul, les Léopardos vont encaisser un but du Gabonais José Jalex aux ultimes minutes du temps additionnel. Après cette première défaite, les Léopards U20 vont tenter de se relever lors de la deuxième journée, c'est mardi 3 juillet face à la République centrafricaine à 15h30 heure locale, toujours au stade de Martyr. Dans le même stade, samedi 1er juillet dernier, la République du Congo avait battu la République centrafricaine sur le score de 2-0. Toujours dans le même chapitre, le tournoi de l'indépendance du Congo du squash a officiellement fermé ses portes ce samedi 1er juillet avec 4 finales dans les catégories messieurs, dames, vétérans et juniors. Cette compétition organisée par le Bakolo Squash Club en collaboration avec la Ligue provinciale du squash de Kinshasa a eu lieu du 28 juin au 1er juillet au cercle Elaïs de Kinshasa. Blessed Kuzola était sur place. Le rideau se sont refermés ce samedi 1er juillet 2023 au cercle Laïs à l'occasion des finales du tournoi de l'indépendance du Congo organisé par Bakolo Squash Club en collaboration avec la Ligue provinciale du squash de Kinshasa. La grande finale était donc dans la catégorie senior messieurs avec la victoire du champion Bianco Kibwila 2-7-1 sur son adversaire Jolie Binga, mais aussi plusieurs autres catégories telles que le junior, le vétéran, ainsi que la catégorie dames ont vu leur finale se jouer. Signalons que Bianco Kibwila a remporté une moto. Hormis les différents gagnants, il y avait également le prix des étoiles de l'indépendance qui ont été décernés. Signalons que d'autres activités ont été organisées dans le cadre de cet événement sportif, notamment les défilés de mode, mannequinat ainsi que les intermèdes musicales. Étaient présents à ces assises les membres de la Ligue provinciale du squash de Kinshasa, les différents sponsors et tant d'autres. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. Les échanges entre pays africains ont augmenté de 18,6% en 2022. La Banque africaine d'import-export indique dans son rapport publié le 14 juin 2023 que les échanges commerciaux intra-africains ont atteint 193,17 milliards de dollars en 2022. Ce montant de 193,17 milliards de dollars constitue une hausse de 18,6% par rapport à 2021. Edouard Funda au commentaire. Cette embellie a été favorisée par l'excédent commercial de 18,1 milliards de dollars enregistré par le continent en raison de la montée des prix des matières premières et donc des exportations énergétiques vers l'Europe. L'Afrique australe reste le principal moteur du commerce intra-africain. Cette région représente 47,4% de l'ensemble des échanges entre les pays du continent. À cet effet, l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait constituer une importante opportunité de croissance quant aux faibles parts des échanges intra-régionaux dans les autres sous-régions. Afreximbank, toujours dans son rapport, estime qu'un important potentiel reste inexploité en termes d'échanges commerciaux dans la plupart des sous-régions du continent. Je l'ai dit au sommaire, l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine de la ZLECAf va se focaliser sur 4 secteurs
prioritaires, l'agroalimentaire, l'automobile, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique. Pour comprendre le choix de ces secteurs d'activité, il faut d'abord analyser les chiffres d'activité, comme l'explique le secrétariat de la ZLECAf. Par exemple, l'Afrique importe l'équivalent de 54 milliards de dollars de denrées alimentaires par an pour un continent qui détient 60% des terres arables non cultivées au monde. Avec l'implantation de la ZLECAf, l'Afrique pourrait changer drastiquement son économie et améliorer la vie de ses citoyens. Edouard Funda au commentaire. C'est l'un des accords les plus impactants, l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Sa mise en œuvre va se focaliser sur 4 secteurs prioritaires, à savoir l'agroalimentaire, l'automobile, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique. Des secteurs qui, une fois développés, vont propulser l'économie du continent et la vie des Africains. En 2050, le PIB de l'Afrique devrait représenter 16 000 milliards de dollars américains par rapport à 3 400 milliards de dollars actuellement. Une personne sur 4 au monde sera africain. Des données très parlantes selon les experts. L'Union africaine a désigné 2023 comme l'année de la ZLECAf. En collaboration avec le secrétariat général de la ZLECAf et les États participants, elle fait avancer les initiatives visant à accélérer la mise en œuvre de l'accord. Et selon les responsables, tout semble bien fonctionner et très vite, malgré les situations difficiles que vit le monde et notamment le continent africain. Une autre manière de vous informer, mesdames et messieurs, faisons place à la revue de presse. La revue de presse de ce lundi 3 juillet avec Fiston Oleko. Bonsoir Fiston Oleko. Bonsoir Damani Mujinga. Voilà, la presse parle du tête-à-tête entre Denis Kadima et Adolphe Muzito. Les délais constitutionnels seraient-ils respectés pour les élections qui pointent à l'horizon? Oui, merci beaucoup Damani Mujinga. C'est Dépêche.cd qui a titré aujourd'hui RDC après échange avec Denis Kadima. Adolphe Muzito doute de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Le site internet d'information générale a repris les mots du président du Nouvel Élan à l'issue de ces échanges avec le leadership de la Commission électorale nationale indépendante. Je ne crois pas au respect de délai constitutionnel à cause des problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars américains dont il vient de bénéficier de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être à la disposition de la CENI, a indiqué Adolphe Muzito. Fiston Oleko, par contre, Félix Tshisekedi tient à ce délai. Oui, contrairement à ce que pense Adolphe Muzito, le chef de l'État tient au délai constitutionnel. C'est ce que l'avenir a écrit. Félix Tshisekedi pour le respect des délais constitutionnels. Dans un extrait du discours de Félix Tshisekedi à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, un extrait dont le journal L'Avenir a repris. Le chef de l'État a indiqué dans cet extrait « L'année 2023 est aussi l'année des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais aussi pour la première fois celle des élections locales. Ainsi, en dépit des différentes contraintes, j'invite instamment la CENI, comme je m'y suis engagé devant la nation, à poursuivre courageusement et sans relâche les efforts en cours en vue du respect des délais constitutionnels dans l'organisation rigoureuse des différents scrutins conformément aux standards internationaux, dit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Fiston Oleko, mais avant Muzito, d'autres opposants ont rencontré le leader de la CENI à la fin de la semaine. Oui, justement, c'est Forum des As qui est revenu ce matin sur l'entretien entre Denis Kadima, le président de la CENI, et les quatuors de l'opposition, donc les 4 leaders de l'opposition. Forum des As a titré « Les opposants campent sur leur position » et selon le journal, le leader de l'ECD, restituant les discussions à la presse au nom du quatuor, a fait savoir que les deux parties se sont mises d'accord quant à la fiche des listes, mais la question de l'audit externe du fichier électoral reste en suspens. Cependant,
Concomitamment à l'affichage des noms, les leaders de l'opposition continuent à exiger l'audit externe du fichier électoral, une revendication qui, selon Martin Fayulu, ne devrait pas perturber le chronogramme des élections du 20 décembre prochain. Fiston Oleko, Géopolis, quant à lui, est revenu sur le communiqué du sommet de la CEAC. Oui, Géopolis, comme vous l'avez dit, a mis sur sa manchette déploiement des forces de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa reçoit le soutien financier du Gabon, Angola et du Sénégal. Selon les tri hebdomadaires, les travaux de la 23e conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui se sont poursuivis à huis clos avec la participation des présidents Carlos Villanova de Sao Tomé et Principe, Mahamat Idriss Déby du Tchad, João Lourenço de l'Angola, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Théodore Obiang de la Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Il ressort que le Gabon, l'Angola et le Sénégal vont apporter un soutien financier dont la somme n'a pas été révélée et pour le déploiement de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est en RDC. Selon le communiqué final, la CEAC soutient le processus de Nairobi et de Luanda. Elle invite par ailleurs les autres États à contribuer également à cet effort. Voilà tout pour cette revue de presse d'Amani Mujinga. Merci à vous, Fiston Oleko. Merci. Fin de la revue de presse. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant de vous quitter, faisons place au rappel des titres. Sont tenus aujourd'hui entre le président de la CENI et le président du parti politique Nouvel Élan. L'opposant Mouzito doute au respect du délai de constitutionnalité du processus électoral. Et l'insécurité qui règne dans la ville de Kinshasa, 30 kidnappeurs arrêtés et présentés par la police au ministre de l'Intérieur. Et à l'international, l'agroalimentaire, l'automobile, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique sont les 4 secteurs auxquels va se focaliser la ZLECAf. Selon le secrétariat de cette institution, le choix de ces secteurs s'explique par exemple du fait que l'Afrique importe l'équivalent de 54 milliards de denrées alimentaires. C'était tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Au revoir.